Alors, une adventa où mes références en secret, une vidéo non pas encore publiée, que je le finis ce matin. Alors, je me disais qu'on oublie, moi et vous, on oublie un peu trop vite que, en prime d'abord, ma référence tout en commençant ce blogspot dit Salavi fut bien évidemment Éboulis de Disraeli Tengli, si vous voulez, le dessinateur en miniature adorable et sans pareil chez les successeurs Mon et Ottoman. Il fut lui-même le serviteur d'une république qu'on appelle Artuklu. Donc, à la fin de fédération de grands États selçukis, principauté éclairée de la région de Mardin à Cizre, et lui-même, il était dessinateur et réalisateur aussi, en vrai, de ses premiers moteurs mécaniques. Bien avant Leonardo da Vinci. Donc, moteur qui au service seulement en apparence sunnite, totalement dans l'autre religieux. Je parle de la technique et dessin et mécanisme et le but final. 4 roses. Donc sunnite est à sa vision au service des souverains locaux. Bien évidemment, trop éclairé. Je remonte depuis mon enfance de 17-18 ans toutes les documentations concernant Éboulis, dont les facsimilés sont donc restitution de ces machines à partir de ces dessins, donc ces miniatures fantastiques, son livre adorable d'ailleurs, que je possède. Donc ces facsimilés sont par l'intermédiaire d'une grande scientifique turque vivant en Allemagne qui est décédée presque récemment. Donc, ces facsimilés se trouvent actuellement dans le musée de sciences du monde islamique qui se trouve, donc, où je me trouve à l'instant même, non pas à l'intérieur du musée, mais dans le grand parc, dans ce Holy Mardi, aujourd'hui c'est le mardi, à Gülhane Park, où je me trouve actuellement. Et pour ce dessin que je suis là d'ailleurs, depuis cet après-midi, il est maintenant 21h du soir, on était 12. Donc on est à Gülhane Park, là où toute mon enfance est, entre guillemets, ensevelie ou épanouie. C'est la même chose. Dans ces citernes, aquariums, humides et frais, dans la journée d'été, d'enfance, éclairée, tous les jours un peu plus, très tôt éclairée, avec ou sans compagnie parentale, le plus souvent sans accompagnement, bien sûr au départ avec toute la famille,
Merci de m'avoir écouté. Qu'est-ce qu'on faisait maintenant pour s'enchaîner? Voilà. Alors depuis quelques minutes, j'ai fait preuve de tous les stéréotypes d'une scientifique. Enfin, tout d'abord, je suis venu comme un homme ordinaire pour voir les fruits, l'état de la nature. Et ils ont ramassé tous les fruits, mais les plus mûrs sont restés. J'en ai mangé 5, c'est miel. Eh bien, je, je me suis plongé à des profondes réflexions sur l'état de la nature. Que veut dire pour nous la nature en tant que telle, en tant qu'elle nous présente? Est-ce qu'on peut sentir qu'on est une partie de la nature? Non, on est complètement en dehors et observateur. Et quel était notre rapport avec la nature? Effectivement, depuis quelques semaines, je cherche une bague que je laisse tomber. Je connais l'endroit exact et plusieurs fois j'y suis allé, même hier, dans différentes saisons. J'ai fait différentes recherches, pas les méthodes différentes selon l'état des lieux du sol. Non, toujours pas trouvé, alors que j'ai fait un film normalement la chose perdue, la chose retrouvée, mais effectivement il s'agissait d'un autre objet qui était dérobé depuis 4 ans. C'est un petit morceau d'or que j'avais acheté comme par tradition à la nouvelle naissance de ma nièce, qui s'appelle d'ailleurs curieusement Céris. Eh bien, c'est uniquement le matin, petit matin, où je faisais montage de ce film, dont le titre était déjà prêt. Je le trouvais là où je le cherchais depuis 4 ans, c'est-à-dire dans la tiroir d'une armoire, tout simplement. Bon, cette fois-ci, effectivement, je fais tomber un objet complètement quotidien en odeur, mais ce petit morceau, il est absorbé aussitôt, à l'instant même par la nature, par le sol. Et je fais quelques recherches, je n'ai pas trouvé, et je me suis plongé dans les profondes considérations de la nature, du rapport qu'on peut avoir avec la nature. C'est très bizarre. La nature, voilà, non. On a toujours l'impression de trouver quelque chose ou chercher quelque chose dans le bon endroit, mais non, on est toujours dans le mal placé, dans un mal endroit. Et en cherchant quelque chose, on en trouve un autre qui n'a rien à voir, qui est aussi encore plus intéressant, qui nous fait oublier notre recherche initiale. C'est ça, notre rapport avec la nature. Au-delà de toutes les méthodologies encadrées, c'est très utile, je le sais, je l'applique, mais ça ne marche que par hasard. C'est-à-dire que, effectivement, vous pouvez, comme un chien, frôler le sol. Surtout être attentif à l'écoute. Moi, dès que je parle, la nature se tait. Et tout à l'heure, il y avait, je suis sûr, un cloaque, une calmite, je dirais, qui faisait une petite, comment dire,
une chanson d'enfant avant de mourir. Les parents chantent, c'est ça, et j'oublie toujours ce petit mot. Eh bien, dans cette midi en pleine chaleur, vers la fin de juillet, tout était séché. Il y a un cloaque qui s'est caché, bien sûr, et juste derrière moi, et systématiquement, il m'envoie des signaux ou à quelqu'un d'autre de son espèce. Voilà. Juste, j'étais dans cet endroit, donc à la recherche d'une cloaque. Je tournais la tête, je me suis dit, tiens, la cloaque, il est là. Il est vert, et il est gros, gonflé, voilà une cloaque. Et j'étais très, d'une manière précautionneuse, j'ai trouvé une petite branche d'arbre sans la déranger, et j'ai un peu entrouverte les petites morceaux mortes desséchées de la nature, les autres branches. Mais non, ça bougeait pas, ça respirait pas, c'était pas un cloaque, mais un cloaque était ailleurs. Et il continuait à son chanson de siesta. Eh bien, cet objet n'était pas un objet parce que c'était vivant. J'ai eu le courage de le toucher, non pas directement par l'intermédiaire, effectivement, par un écran que je porte avec moi. Eh bien, involontairement, je l'ai fait couper. Donc, c'était qu'un champignon. Champignon qui ressemble à une cloaque, mais qui ne respire pas et qui ne chante pas. Mais involontairement, je l'ai coupé, c'est-à-dire il est mort. Il est mort, mais si je le cuisine et je le mange, ce ne sera pas mort, il sera vivant en moi. Mais un champignon, ça, que je ne connais pas, vert, avec les taches d'un cloaque gonflé, c'est comme une tronc d'arbre, et effectivement, j'ai commencé à mon examen. Comme c'était déjà coupé involontairement, je suis désolé, mais je devrais te analyser. Voilà, la science a commencé, et comme d'habitude, comme chaque scientifique, si on trouve un objet à analyser, on le met dans une comme spécimen, dans une étui stérile, on le déplace. On le déplace de son endroit naturel pour y voir clair. Et je l'ai mis effectivement sur une surface blanche. D'abord, physiquement, je l'ai examiné, c'était pas pierreux, c'était pas comme les troncs d'arbres, c'était pas dur, c'était comme une petite balle de tennis. C'était malléable, j'ai pas trop pressé quand même. Et maintenant, nous sommes face à face. Désolé, tu étais obligé de mourir. Tu n'es qu'un seul, tu n'as pas tu n'as pas une famille, tu es tout seul, tu es mouru là. Tu es né ici. Ah oui, comme scientifique, j'ai fait quand même une recherche environnementale, c'est-à-dire s'il était endogène, exogène, d'où vient, pour quelle raison il se trouve sous cette fruitière. Mais
j'ai tout de suite découvert qu'il y avait un écaille d'un melon très desséché, très ancien. Ça devait dater de l'année dernière. C'est pas disparu dans la nature. C'était juste collé quand même à cette écaille. Je dis l'écaille parce que ce champignon a une écaille qui ressemble à un melon. Plus qu'une balle de tennis, ça ressemble à un petit melon, un peu vert de moisissure, mais bizarre, tache lunaire, je dirais. Lunaire. C'est une surface lunaire, mais le reste, c'est-à-dire la racine, c'est typiquement champignon. C'est bien desséché car c'était pas résistant à être coupé, c'était tout prêt à être ramassé. J'imagine que c'est comestible, mais je ne mangerai pas. Eh bien, l'opération n'est pas finie. Je note mes observations. Voilà une après-midi scientifique finalement. La philosophie, ça suffit. Et pourquoi philosophie? Il y a du botanique aussi, végétal, qu'il ne faut pas oublier. Bon, je me disais que, en fait, l'enjeu éclatant qui se fait voir, mais personne ne le voit comme un problème essentiel dans la philosophie, c'est que dans l'exemple de rapport entre sage et disciple, il illustre bien comme centre de l'occupation d'exercices philosophiques, soit par l'écrit, soit par la parole. Ce qui est oublié le plus, c'est la différence de génération entre ces deux. Donc, tout un problème de traduction d'une génération à une autre, en même temps que les termes transmis, il y a un travail de tout leur univers spirituel. Les mots ne se transmettent pas tout seuls, les concepts, et manière d'argumenter et accentuer certains problèmes, manière d'actualiser et manière de laisser certains contenus. Tout travail temporel, historique, se fait activement et passivement dans un rapport générationnel, dans cette différence d'âge. C'est pour ça qu'il faut être très attentif et sensible à ce que les vieux, dans toutes les époques, pensent des jeunes et ce que les jeunes pensent des vieux des générations précédentes. N'est-ce pas? En ce qui concerne pardon, problème de pardon, Yankelevitch, les lettres envoyées par une jeune Allemand à Yankelevitch, qui est juif, histoire de choix, etc. Responsabilité qui est impartie à qui? À ceux qui exerçaient cette violence ou à ceux qui en est issu comme nouveau-nés, les générations ultérieures, etc. On peut trouver plein d'exemples très dramatiques pour thématiser un concept philosophique. Le temps, érosion du temps, dégradation, corruption des valeurs, ou des nouvelles concepts qui soi-disant correspondraient à des nouveaux pratiques et qui interpréteraient
et jugera les anciennes pratiques différentes d'une manière inouïe par une génération précédente, etc. Tout se passe, ce travail de mots, concept, contenu fort, tout ce travail se fait donc à long de cette différence de génération et dans la discursivité, dans le travail de langage, parfois avec les images, parce que les images aussi c'est vieillir, manière de représenter, et la représentation même c'est vu se mettre en question. Voilà, on oublie ce qu'on étouffe et refoule le plus, comme si tout le monde avait le même oreille, l'écoute, niveau d'écoute, le niveau de compréhension, comme si tous les oreilles et tous les yeux étaient aiguisés et ouvertes de la même manière, comme si ce qui était écrit était appréhendé, reçu en Nehmung, réformé luthérien en allemand, Nehmung, je prononce sûrement mal, mais très important comme concept, réceptivité ou recevoir, manière de recevoir la grâce de Dieu. Voilà. Et Luther faisait autrement la même rhétorique. Dans toutes les époques chrétiennes, il fallait encore actualiser, demander, renouveler le message évangélique et poser des questions sur le sens profond et la manière de le comprendre exégétiquement et avoir une oreille, bouche et le corps réceptif, une langue sûrement réceptive, n'est-ce pas, pour recevoir Saint-Esprit, etc. Surtout si on voulait faire une réforme, et non pas pour faire une réforme, pour réformer, mais d'avoir senti dans le catholicisme que les choses vont mal. Et la forme reste, et le contenu nous a quittés depuis longtemps. Et pour remédier cela, il fallait réactiver, non pas entre deux générations, ce rapport, mais à 1000 ans, 2000 ans de travail devrait se faire dans une seule vie pour arriver à une bonne compréhension de la grâce, du salut, c'est-à-dire du sens ultime de la vie, n'est-ce pas? Je traduis en langage dans les niveaux différents du langage. Je ne dis pas que tout veut dire la même chose. Donc, mais il ne faut pas quand même renier dans tout ce travail, il y a des vouloirs de dire, de Bedeutung, vouloir dire différentes, de manières différentes, enfin désir, derrière une occupation, derrière un intérêt spirituel, derrière un exercice d'exégèse, il y a des motivations, des désirs qui ne sont pas les mêmes. Et chaque désir oriente le discours et l'interprétation d'autres manières. Alors, d'où naissent ces désirs? D'où s'impose comme impératif et comment devient ce courage de maîtriser une conversation, par exemple, conversation entre deux générations. Maîtrise ne vient pas toujours des vieux, du côté vieux. Parfois, ce qui est maître, c'est-à-dire en apparence l'esclave, entre guillemets, le disciple supposé passif, il prend dessus
dessus et devient non pas un interprétant actif, mais un résistant au nom de notre désir subversif, résurrectionnel ou ce qui contredit, et non pas peut-être à la forme de la parole du maître, parfois à sa forme, mais à son contenu, à sa compréhension. Voilà. Il y aura des résistances dans la compréhension et les résistances peuvent être considérées actives. Et après la disparition du maître et de ses mots, des textes, des essais non lus, il y aura des interprétations actives, abusives ou fructueuses, renouvelantes ou réveillantes, une traduction relevante ou réveillante ou révélante, n'est-ce pas l'article de Walter Benjamin est interprété par Derrida. Garde aussi ces questions-là et en ce qui concerne l'analyse de sagesse et de sage, pratique de sage, et comme tiers exclu, la raison elle-même aussi une sorte d'exclu comme idéal, et rapporté à l'idéal, donc exclu d'ici maintenant, disons, empiricité, etc., selon l'école, mais sage-femme aussi, c'est-à-dire la folle, l'oracle, Piti, celle qui maîtrise magie, spectacle de magie dans le temple de Delphes. Piti et son pratique sulfureuse avec tous les brouillards et des trompe-l'œil, des chants d'incantation, à la fin prononciation des mots énigmatiques ramassés, donc traces. Voilà. Mes questions précédentes depuis quelques jours, je prends une réponse, reçois une réponse. Oui, avant le logocentrisme, il y avait encore de voix, chant, danse, ondulation du corps, extase, parfois de stupéfiants, stupeur, donc chimie pharmacone, comme existe maintenant ou jusqu'à très peu de temps en Afrique comme pratique active des religions, de la religiosité en général, animisme, existant en Grèce antique pendant l'époque reculée. Voilà. La Gaia Scientia avait non pas découvert ce processus, mais en avait donné une statue beaucoup plus centrale, comme on peut trouver dans les traces dans l'encyclopédie de Hegel, non pas en parlant, enfin, sage-femme, mais de leur folie en général, et de rêves, et de somnambulisme, etc. Tout est travaillé en 2009, entre 2009 et 2012, ces sujets-là. Dans mon projet de livre qui s'appelle Érudition perdue de l'Orient à l'Occident. Au revoir. Bon, je me disais qu'en fait, synthétiser toute une vie, au sens philosophique du terme, c'est avec le langage hegelien, donc achever cette aventure de l'esprit, avoir la conscience de soi. Et déjà, Aristote suggérait que la valeur d'une vie ne se détermine, ne se juge qu'à partir de sa fin. Donc, rétrospectivement,
rétrospectifs dans l'art, effectivement, ça donne une vue de la totalité. Dernièrement, en fait, j'avais fait un grand article sur l'œuvre de Ömer Uluç. Ça, je sais, à la fois, ça facilite les choses, les œuvres complètes, et des littéraires aussi, et les systèmes philosophiques dans son complet aussi, c'est plus plein de sens. Avec toutes les étapes et des discontinuités, ça a un sens, ce qui est important. D'ailleurs, une vie vécue. Post-phénoménologie un peu trop empirique, une vécu, le concept de vécu phénoménologique discrédité, mais on ne le prend pas au sens noble du terme, la vie. Il le prend au sens de historicité empirique, une succession des événements survenus. Ça aussi, ça n'a pas non-sens, c'est-à-dire les événements survenus à lui, à elle, et non pas quelqu'un d'autre est reçu d'une certaine façon ou d'une autre par une personne. Donc, ce chemin va vers le personnalisme. Non, effectivement, c'est très important comme école philosophique et qui est, à partir de tous ces la haine des sujets de postmodernes, soi-disant, effectivement, c'est pas tout à fait vrai. Il s'agit simplement de construction du sujet supposé moderne qui s'est avéré peut-être impossible, mais il y a de diverses manières de dissolution du sujet qui sont l'un plus intéressant que l'autre. Chez Deleuze, chez peut-être Foucault, peut-être dans la personne même de Derrida, comme exemple. Dissémination. Jusqu'à n'en savoir plus où aller et être curieux de là où il peut arriver. Voilà, ce qui fait vivre une vie, c'est sa qualité d'inachevé, pas encore. Et même, mais on ne peut pas attendre la fin, parce que synthèse passive, je me disais, tout à fait comme ça, synthèse passive ne s'arrête pas. Synthèse active peut s'échouer, mais synthèse passive, ça s'accumule. C'est une autre manière de parler de l'oubli et de la mémoire. C'est presque la même chose, avec les différents termes. Et oubli et constitutif, apparemment, malheureusement, c'est une, ça ressemble à un événement accidentel, extérieur, non intrinsèque au processus mental, mais sans oublier, effectivement, on ne peut pas se focaliser sur un domaine et faire des micro-analyses ou des synthèses. Mais il y a une malédiction dans les deux. Faire décortiquer un tout, c'est risqué, et faire des éléments épars, un sens qui ressemblerait à un sens, donc forcé en avoir un sens. Risqué, les deux aussi risqués. Peut-être on peut chercher des autres possibilités. Le plus radical ne plus vouloir savoir où on est allé, où on y est, et où on va. C'est une manière assez courante. Hein? Les gens ne s'intéressent ni à leur passé, ni au futur. Ils vivent dans le présent, même pas une présence pleine, mais dans une présence fuyante. Dans une coulée du temps, comme dans une rivière. Ça aussi, c'est un sujet, un choix ou une nécessité.
Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Synthèse passive ne s'arrête pas parce que je voulais parler tout simplement ce que j'avais omis hier et omis l'autre jour et restauré hier. Ça marche comme ça. On omet et on se souvient le lendemain, on restaure, on essaie d'articuler ensemble. Cette fois-ci, ce qu'on a fait une synthèse nouvelle, et donc qui n'était pas prévue du temps de cet événement qu'on a oublié aujourd'hui, et on rajoute ce qui est précédent à ce qui est actuel. Ça devient plus complet, disons-nous, mais ça devient autre chose avant tout peut-être. Un panorama autre chose. Alors, de quoi je parle? Je parle de cette ébauche de théorie en ce qui concerne cette chaîne sémantique sagesse et discipline dans la philosophie antique, à travers le rapport de Parménide et de Platon. Et je cherchais, même avant le présocratique, où cette sage de la Grèce, des figures des sages qui ne parleraient pas, qui ne seraient pas logocentriques. Voilà, en somme. Là, on a parlé d'une chaîne sémantique en turc qui est restée latente. On n'utilise pas en philosophie. La raison, pour dire la raison, on a le mot us. Pour dire la sagesse, ce qui a une sagesse, donc sage, on a le mot usta, qu'on utilise aujourd'hui dans le sens de maître en quelque chose, plutôt dans l'artisanat. Troisièmement, pour dire disciple, si on peut définir le disciple à partir de son caractère assagi, donc on a un mot en turc, uslu. On utilise plutôt pour les enfants actuellement. Uslu, étymologiquement, littéralement, veut dire ce qui a de la raison, uslu. Mais on utilise simplement aujourd'hui, en ce qui concerne comportement adapté ou ou civilisé. Assagi, un enfant sage, comme en français exactement. Alors, ce que j'ai omis dans cette chaîne sémantique, en parlant en plus de Platon et de Socrate, que Socrate avait une mère qui était sage-femme. C'est une omission intolérable que je resterai avec la discussion avec ces deux amis, deux dames, et à l'occasion de leur évocation d'une pièce de théâtre qu'elle est en train d'écrire par épisode, qui ressemblait à mon jugement, parce qu'elle ne connaissait pas cette pièce de théâtre qui est très connue dans la tragédie antique, Médéa. Donc, elle m'a décrit sa pièce, inachevée pour l'instant, exactement comme une histoire de Médéa. J'ai vu tout de suite sur la scène des exercices d'une actrice qui se répète. Donc, mémoriser tout le texte de Médée en français. Alors, je lui ai dit que les actrices, en fait, dans leur début de leur carrière, pour se prouver, et surtout les figures féminines, elles se sentent toujours obligées dans ce métier de passer par cette pièce de Médéa, même si elle ne joue pas devant le public, et elle répète absolument au moins une fois dans leur vie pour arriver à une excellence dans l'art de comédie.
Voilà, le contexte était ça, mais mon propos à moi, achever la synthèse active, c'est encore autre chose. Alors, mais c'est déjà réveillé, donc on ne peut pas oublier. Cette fois-ci, c'est intégré dans le processus de synthèse parce que c'était déjà synthétisé dans les années 2009 ou 2012, absolument, dans l'époque où j'écrivais Heftpenge, et puis comme développement philosophique, c'est devenu le nom de Gaia Scientia Advanced Studies. Donc, Gaia Scientia, nouvelle science, comme une Geisteswissenschaft, histoire spirituelle de l'esprit, disons, qui renouvellerait toute la méthodologie de lecture de l'histoire et d'aujourd'hui, bien sûr, au sens véritable du terme, dans les disciplines historiques, donc anthropologie, psychologie, tous. C'était une révolution qui nous attendait. Alors, j'ai découvert, même dans ces débuts, enfin, quand j'ai décidé à l'adapter, ce que j'ai appliqué ou découvert en littérature, en écriture, quand j'ai voulu l'appliquer ou examiner, vérifier dans la philosophie, dans l'histoire de la philosophie, j'ai trouvé l'une des figures que j'avais trouvées tout de suite, Socrate et sa sage-femme, qui était lui-même comme Balzac, il était Madame Bovary, et lui, Socrate, appliquait la même méthode, mais différemment, dans un sens soupçonné peut-être, spiritualisé ou devenu discursif. Donc, sage-femme fait quelque chose. Une pratique, un exercice, un métier médical où il faut trouver des noms, contraire de spirituel ou discursif, c'est quoi? Corporel, oui, corporel, mais c'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'elle fait, une sage-femme, exactement, comme médium? De faire naître, et non pas les vérités, les aspects de l'idéal, mais de personnes. Voilà. Elle, dans cette pièce de théâtre, elle apparemment parlait d'une femme qui accouche des enfants et elle les tue pour en faire des nouveaux pour son propre plaisir. Voilà, exactement, c'est mot à elle. Je l'ai laissé donc à se différer dans le temps, tout ce propos. Au revoir. Bon, l'autre jour, en fait, j'ai écrit une fiction philosophique. C'est pour aller vite, enfin, il s'agissait, soi-disant, dans cette fiction, mais plutôt philosophique. Ce qui est fiction, c'est seulement la valeur de vérité, véracité. Et sinon, il s'agit véritable article philosophique très intéressant. On veut que ce soit vrai. Mais malheureusement, ce n'est pas du tout vérifié. En plus, un peu invérifiable. Parce qu'il s'agit des sages, justement, supposition d'existence des sages, même en dehors des sages qu'on énumère dans la Grèce antique, n'est-ce pas, sept sages, dont Solon est législateur, eh bien, il y a Thalès et tout. Ma supposition des sages serait plus intérieure que sept sages connus, reconnus dans la Grèce et dans toute l'histoire de la philosophie. Là, on les connaît bien, sept sages. Mais j'en fais une définition beaucoup plus exigeante et pleine, extensif du concept de sage.
Sage serait, pour aller vite en fait de l'envers, sage serait le père du logos. Mais un tel père qui dédaigne d'écrire ou laisser des traces. C'est deux choses différentes. Écriture, laisser des manuscrits, c'est autre chose, ou ses disciples, s'ils existent, ils existent à mon avis. Chaque père a des disciples, ils s'appellent des fils, soit adoptifs. Voilà, la logique de mon texte avance comme ça, très logique, argumentatif. On veut que ça soit vrai. Pourquoi? Alors, il s'agit d'une description, what's the matter, une philosophie. Et il s'agit toujours d'un dialogue avec un ami donc anglophone. Donc une seule phrase qu'il avait écrite, il avait dit que ça va nous aller loin parce qu'il s'agit d'un jugement sur Derrida. Il a donné dans une seule phrase que, à mon avis, Derrida, il est quelqu'un, un philosophe qui est pur et dur matérialiste. C'est à peu près comme ça, un jugement très net et suspendu sans argumentation. Alors, je lui ai répondu tout de suite en disant que oui, peut-être, mais il faut en rendre compte dans quel sens. D'abord, qu'est-ce que c'est matérialisme? Et en plus, avant de matérialisme comme école philosophique un peu, régionale, donc, il s'agit d'un partage entre idéalisme platonicien et matérialisme, donc c'est pas quelque chose en soi, mais différentiel, donc un partage, une région qui présuppose des autres régions. Donc Derrida n'est pas un philosophe plein parce qu'il est resté dans cette région matérialiste. Donc pour moi, c'est pas convaincant en tant qu'argument. Il faut qu'un philosophe digne de ce nom, qui change de fond en comble tout paradigme de faire la philosophie. Donc je passe vite du mot matérialisme qui n'a pas trop de sens, au matter en anglais. Parce que les Anglais, ils ont une magnifique question, what's the matter? Qu'est-ce que c'est la matière? Non, ils utilisent dans un autre sens, matière, c'est comme sujet. Quel est le sujet de la philosophie? Le sujet philosophique par excellence, qu'est-ce que c'est? Est-ce que la philosophie a un sujet? Alors, pour aller vite, si la philosophie a un sujet, à mon avis, ça sera sage. En tant que supposition faite quand même, n'est-ce pas, de ces sages, Héraclite, Parménide, Platon, donc père de Logos, c'est les plus aînés, les plus anciens qui supposaient ça pour décrire le Logos. Donc, vrai sujet peut-être, non pas père ou un sage entre les sages, parmi les sages, mais Logos. Voilà. Ça, c'est Héraclite quand même. Il est sage, mais si on peut aller, si c'est utile, aller au devant, devancer même Héraclite, qu'est-ce qu'on va trouver comme figure philosophique qui serait vraie, cette fois-ci, père du Logos, détenteur du Logos. Alors voilà, dans cette logique, donc dans les termes, vocabulaire et technique et rhétorique de la philosophie reconnue et platonisme, et donc idéalisme, que j'argumente. J'argumente donc en poussant logique de textes qui existent, ce ne sont pas des fictions, mais c'est Derrida que nous a appris de lire Platon et les autres antiques de cette façon déconstructive qui nous permet de poser des questions ainsi, c'est-à-dire qui est véritablement le père du Logos, ou bien what's the matter in philosophy, Le mot philosophie aussi a interrogé parce que il y a des philosophes, il y a des sages. Pour l'instant, nous restons dans la philosophie, mais est-ce que sage, il philosophe?
Voilà, ça aussi. Ce sont des questions extrêmement importantes, donc je n'ai pas écrit une simple fiction comme j'avais écrit auparavant sur la mémoire en Duncan, dans une région hellénistique, dans une époque hellénistique, donc ils ne sont pas des véritables philosophes, mais ceux qu'ils étaient continuent encore, essaient de continuer la tradition hellénique, c'est-à-dire éducation des garçons et transmission d'un certain savoir-vivre grec. Donc là, c'était une fiction, c'était très saisissant. Il contient des questions philosophiques concernant paideia et perte, c'est-à-dire disparition imminente, danger imminent de disparition. Les Grecs ne voient pas leur futur, donc c'est une époque décadence. Voilà, c'était un autre texte qui est écrit vraiment avant, même dans les années le plus loin, c'est 2009. Même, ça peut être plausible que ce soit 2005. Bon, on va vérifier. Retenons le texte d'hier, que j'ai écrit d'hier, donc 24 janvier 2020. Là, c'est mon question que je ne veux pas étaler tout mon article fictif qui n'est pas fiction, mais parce que c'est dans la philosophie reconnue et traditionnelle qu'il y a cette fiction. Je prends cette fiction ou métaphore perdu logos, j'en développe un concept authentique et approprié du sage. Et en français, le texte en français, la lettre à l'ami qui a posé la question est anglais, une sorte d'incipit avant d'entrer dans la lecture en français de mon article. Et dans cet incipit, donc une petite préface, un avertissement, j'analyse et je présente mon protocole que je vais suivre. Le protocole que je vais suivre est le vocabulaire que je vais utiliser dans un sens précis dans cet article. Il s'agit de mot sage qui est en turc. Je traduis avec le mot usta. Mais comme il s'agit d'un maître, en turc usta veut dire maître en philosophie, maître le plus grand maître qui soit possible, comme disait Kant, n'est-ce pas, dans la première critique, le philosophe c'est quelqu'un qui n'existe que dans l'idéal. Il s'agit d'une cadre, une case vide, voilà, une cadre ou une case vide qui n'existe que dans l'idéal. C'est peut-être qu'on parle de cette supposition dans l'idéal. Le maître véritable, ça n'existe que dans l'idéal, c'est-à-dire, donc, dans ce cas-là, il faut analyser, déconstruire le mot idéal. Idéal. Voilà le point très névralgique de mon article. Je déconstruis aussi de cette façon, comme on peut facilement deviner quand on dit le père du logos, donc ce qui rend possible véritablement le logos, donc ça peut être idéal chez Platon. Chez Héraclite, encore logos. Logos, c'est pas idéal, c'est Platon qui a inventé idéal et nous avons la tradition idéaliste à adopter. Dans ce sens-là que Héraclite et Parménide, peut-être, les deux ne sont pas des idéalistes, parce qu'ils n'ont pas parlé d'idéal. Ils ont parlé de l'être et de logos. Entendu? Très bien. Donc, on est vraiment officiellement dans la littérature vocabulaire philosophique reconnue. Il n'y a rien de fiction, sauf la philosophie elle-même, fictive. C'est ça ma déconstruction. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux faire avec tout ça? Plus que résumer, étaler le problème, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux dire de nouveau? Sage, j'ai dit que maître, en turc, je argumente dans la tête, sans écrire sauf 3 mots, 3 concepts en turc, je dirais
turc authentique et archaïque, qu'on utilise très peu, la moitié, au profit de l'arabe, persan, ottoman. Et donc, c'est notre malheur à nous de ne pas comprendre véritablement ce que nous parlons. Et nous aurons la possibilité de parler, et nous dédaignons de parler. C'est-à-dire le turc archaïco-essentiel. Parce qu'en turc, le mot philosophique le plus quand même célèbre et important, la raison, veut dire us. Us, le mot us, en anglais as, n'est-ce pas? We, us, for us. Voilà un pronom dans une forme précise, je crois datif ou accusatif, etc. Il faut vérifier, c'est très important entre nous. Voilà le nous. Enfin, on parle de nous, donc communautaire, une communauté non pas contractuelle, mais une communauté d'un langage, soit grec, soit turc, qui est raté dans le projet de philosophie, mais qui avait un potentiel dans ses mots et dans sa logique, et qui ressemble quand même au grec dans cette logique-là, non pas étymologiquement, pas du tout, mais d'une manière valeur sémantique de sage, donc qui est très près, plus près que le français au logos. Et sage veut dire maître, finalement. Maître veut dire ce qui a raison, ce qui détient le logos. Et c'est le mot ousta nous donne exactement en impliquant le mot raison, c'est-à-dire ous à l'intérieur, le mot ousta, c'est-à-dire maître de logos, exactement. Le mot nous dit clairement en turc ousta, mais on l'utilise dans une registre plus inférieur, c'est-à-dire ousta au sens de artisan. Voilà. Deuxièmement, donc ousta, c'est expliqué, ous, c'est la raison ou logos lui-même. Il nous reste troisième instance qui sera prétendant philosophique, prétendant à la philosophie, c'est-à-dire philosophe, ceux qui aiment être dans la proximité de Sophos. Très près à une compréhension de logos, mais plus large que logos, plus saisissant, plus archaïque, Sophos, sagesse. Oui, on est dans un circuit. Il y a un problème, il y a un nœud ici entre sages, donc détenteurs de logos et maîtres, qui n'existe que dans l'idéal ou dans un passé reculé, comme imago de père, image de père, image défunt du père. Donc toujours, mon article s'articule avec le travail du deuil pour être philosophe. Garder une mémoire, même si ça n'a jamais été existé, comme disait Lévinas, pour détruire l'ontologie, hypothèse ontologique, retourner ici parce qu'au commencement, à l'origine de la pensée philosophique, il y a une destruction ou une trahison à l'ontologie, parce que ce père qui parle un logos en une grécité compréhensible, ça n'existe simplement pas. Aujourd'hui, je voulais demander, alors s'il ne parle pas clairement cette figure de sage, très reculé dans le passé immémorial, alors est-ce qu'il écrivait? Non, il n'écrivait pas dans notre sens. Mais est-ce qu'il laissait des traces? Oui, forcément, mais lesquelles? C'est-à-dire, qui va donner la valeur des traces à ce qu'il est
il a laissé sûrement quelque chose. Propriété privée, etc. Rien à voir avec la philosophie, mais il a laissé. Et l'autre, c'est-à-dire l'un des fils, sage, Uslu, voilà, le troisième instance s'appelait Uslu. Usta, Uslu. Uslu, c'est apprenti sage. Un garçon sage, on appelle aujourd'hui, couramment dans la langue turque familière, Uslu. C'est-à-dire un garçon sage, quoi, en français. Exactement la même chose, hein. On est très près du français et du turc, dans la sémantique. Je ne peux pas aller en 4 chemins, en anglais, en allemand, il faut vérifier, en grec actuel, en grec ancien. Mais pour l'instant, c'était ça. Très dense, ample article que j'ai envoyé à l'intéressé. Voilà. Uslu doit décortiquer, interpréter les traces à partir desquelles il va rêver sur véritable bien suprême, ineffable, ou à partir de cet aspect de sage, par défaut, disparu, peut-être qu'il n'a jamais existé, mais on suppose, étant enfant, une sagesse éclatante, qu'on essaie de traduire en grec actuel, c'est-à-dire à l'époque où apprenti devient philosophe, s'il n'a pas déjà devenu. Voilà, toute logique temporelle qui fait de référence au passé qui n'existe pas et qui synthétise avec rétention un passé qui n'existe pas. Cette synthèse impossible, pas du tout synthèse passive, mais en travail, en méditation et en discussion, pas du tout ni mimésis du Père, c'est pas du tout une réitération du Père. Je l'appelle avec une concept nouvelle, voilà, et que j'ai inventé comme mot aussi, circonscribilité, ou bien circonscrédibilité. Voilà, point et tout. Au revoir. Ça demande une certaine maîtrise, et d'orienter une conversation, un dialogue. Même maîtrise de quoi, en fait? C'est assez compliqué. À la fois, il faut tout simplement donner la parole en alternance à autrui, mais chacun de son côté essaierait d'orienter. Orienter activement veut dire, dans une simple conversation, poser des questions et à partir des réponses, aller dans une telle direction ou dans une autre, mais ce n'est jamais sûr que l'autre aussi, s'il partage le même stratagème, donc poser des questions et selon la réponse orienter dans une autre direction la conversation, alors ce n'est pas sûr que ça va se converger. Mais ça peut se converger si ça ne dure pas longtemps et les questions satisfaites avec la réponse, il n'y aura pas de problème en ce qui concerne les choses d'éclaircissement, des choses empiriques, donc des réponses faciles, de l'ordre de oui et non, donc une logique binaire qu'on peut facilement reconstituer en machine et on peut dialoguer la machine. Il ne s'agit pas du tout ça. La maîtrise dont j'essaie de parler. Mais effectivement, il y a au-delà et ce qui devance la conversation,
ce sont des figures vivantes, donc leur âge et leur maturité comptent beaucoup dans cette maîtrise, c'est-à-dire qui va droit à qui pour orienter la conversation. Et effectivement, c'est une question de droit. Donner droit, la permission, ou gentillesse, ou courtoisie, ou on peut tout simplement, dans une asymétrie, dans une conversation, dans une inégalité insurmontable, à cause des âges, par exemple. Donc, c'est déjà d'avance déterminé l'orientation. Mais ça aussi, il ne s'agit pas d'une question ni métaphysique, ni concerne les choses un peu plus compliquées que l'empirique, pour ne pas dire philosophique. Et, on ne peut pas passer tout de suite à la philosophie si on n'était pas dans le métier où, si vous n'étiez pas sûr que l'autre maîtrise plus ou moins soit la terminologie conventionnelle, soit un niveau de langage ou un usage de logique, etc. Bon, ça aussi. Ça commence à partir de noms propres, donc déjà connus ou déjà entendus dans une conférence. Donc, ça aussi, c'est pas une question d'intimité à deux ou à trois, mais dans le privé quand même, c'est pas dans le public. Donc, a priori, sans limite. Donc, dans une sincérité et pensif, c'est-à-dire que vous allez donner aussi du temps à digérer à la fois la question et la réponse demandée ou proliférée. Donc, la question du temps, c'est très compliqué parce que il ne s'agit pas de donner du temps dans le temps de la conversation, mais donner un temps sans limite, c'est-à-dire une sorte de crédit, comme un créancier, non pas à l'infini, nous ne sommes pas des êtres infinis, mais plus tard, donc différer la réponse ou éclaircissement. Voilà. Donc, dans les conversations d'hier à trois, il s'agit plutôt de dernière stratégie, parce qu'on ne s'était pas vu depuis presque 3 ans, et on s'était vu une seule fois. C'est assez spécial, et c'est par mon initiative qu'il y a eu une deuxième rencontre, non pas une rencontre, mais véritablement une initiative assez compliquée, du seul fait que je me suis rappelé de cette dame, de notre première rencontre d'il y a 2,5 années ou 3 ans. La date exacte à vérifier, ça peut être 2017 au mois de mars, ou au 2016 au mois de mars. C'est facilement vérifiable parce que j'ai pris, il s'agit d'une antiquaire, donc j'ai pris des photos dans son magasin. Une seule et première fois et dernière fois j'avais visité, et j'étais assez content à la fois découvert de son boutique, à la fois de sa personnalité, qui était plus jeune que moi, et il y a une très dense, rencontre et une facilité de se converser et de s'exprimer et d'aller plus avant. Et il s'agit quand même des intérêts artistiques ou antiquaires, des objets.
ou une approche esthétique de la vie. Et donc facilement la conversation de ce genre s'enchaîne à des choses spirituelles, selon les petits signes donnés, n'est-ce pas? L'art a ce privilège de nous, de jouer comme un rôle de médium pour nous transférer à des régions beaucoup plus difficiles et à la fois il aide d'une manière extrêmement facile. L'art facilite les choses. Voilà, c'est un prétexte extraordinaire, peut-être que, mais voilà, il s'agit d'une théorie de l'art. Je sais, quand je dis ça, c'est plutôt, j'ai déclaré que l'art est un médium, donc une sorte intermédiaire, c'est pas une valeur en soi, etc. Il s'agit d'une théorie, mais très étendue et très enracinée. Je crois que ça vient du romantisme allemand, l'œuvre d'art, bien qu'elle s'inspire de l'infini, c'est finalement un objet plus ou moins à des formes et une forme finie. Donc à partir du fini comme instrument, ça nous rapporte, l'œuvre d'art nous rapporte à l'infini ou à des questions spirituelles, de l'ordre spirituel. Voilà, c'est très archi connu, mais aujourd'hui dans une petite exercice d'écriture, disons, ce matin j'ai déclaré que enfin l'œuvre d'art artistique a échoué et ça finit mal. La théorie était très belle, mais malheureusement cette théorie, si on un peu mesure la valeur de cette théorie, l'infini fini, c'est une sorte de cartésianisme d'abord, mais avant le cartésianisme, il s'agit d'un retour au platonisme que j'ai déclaré dans le même texte, un platonisme embaumé. Et au profit d'un certain cartésianisme enjolivé. Voilà. Deux titres de nomination, qualification concernant Platon et Descartes expliqueraient la crise dans laquelle les romantiques allemands après Kant donc seraient dans un état de crise disons moral. Donc il cherche le salut dans l'art. C'est très compréhensible. Le problème c'est que il laisse côté Kant. Donc ils n'ont pas très bien lu troisième critique qui n'est pas bon, qui n'assure pas, Kant n'assure pas que nous allons facilement, par l'intermédiaire de l'art, accéder à des régions concernant les idées rationnelles, mais simplement il limite l'accès de l'art vers les idées esthétiques, qui ne sont pas trop loin, mais voilà, qualifiées esthétiques. Et il distingue d'une manière très raffinée que entre ces deux ordres d'idées, les idées rationnelles seraient indémontrables, c'est déjà un grand scandale, c'est l'origine même de crise kantienne. Et pour Kant, ce n'est pas une crise, c'est une solution, mais pour les cadets de l'époque, il s'agit quelque chose d'insupportable. Et quand il s'agit des idées esthétiques, Kant les qualifie de inexorables. Inexponibles. Pourquoi j'ai fait ce lapsus inexorable? Inexponible.
Les idées, il ne faut pas croire, dit Kant, qu'avec l'heure d'arbre, vous pouvez croire que vous pouvez exposer les idées. C'est pas si facile, c'est même ontologiquement impossible. Ceci, ça ne satisfait pas les romantiques allemands, etc. Donc, ils laissent à côté les idées, théories d'idées au sens kantien, et ils retournent à l'infini. La plupart du temps, ils sont des croyants catholiques, je suppose, les jeunes romantiques allemands. Et quand il dit l'infini, c'est quelque chose plein, lumière, etc. Donc une sorte d'illumination, une sorte de rédemption. Le mot chiffré sous le nom d'infini, c'est dans le vocabulaire chrétien, ça devrait être rédemption, salut, gloire, bénédiction, grâce. Donc l'œuvre d'art est très proche, surtout dans le catholicisme, pour accéder à ce genre de régions qui soient indifféremment idées infinies, substance divine ou salut de l'être fini qui est l'homme, etc. Pourquoi échouer? Parce que il s'agissait d'un retour, d'une peur, non pas, même pas une hésitation, mais une simple prise de position contre la modernité. Donc ils étaient, entre guillemets, conservateurs. Ils ont fait 2 pas d'arrière. Un pas en arrière, c'était cartésianisme, mais enjolivé. Voilà. Ça, c'est l'échec. Bien que leurs œuvres, c'était très brillantes, mais ils ont fait une retouche, une deuxième pas, peut-être. Ils ont redécouvert le platonisme antique, mais ils ont trouvé ces idées sans vie, non animées, donc dépourvues d'esthétisme. Donc ils ont essayé de... ils ont trouvé un platonisme embaumé, donc ils ont fait un deuxième pas vers l'infini. Donc ils n'ont pas compris leurs époques. Leur véritable crise ne vient pas de la personne de Kant. Kant avait beaucoup mieux senti la crise de l'époque. Voilà. Ce que j'ai écrit, c'est une traité philosophique, mais s'agissant aussi de l'art. Parce que la première étape de mon écriture, c'était pas un traité sur le romantisme allemand, un jugement porté sur lui, mais quelque chose d'autre. Mais vous allez dire quel est le rapport avec la conversation, mais non pas peut-être avec le converser l'un à l'autre, mais conversation avec l'infini, les idées, communication avec substance, etc. Mais le problème, j'ai dit que est-ce que l'œuvre d'art c'est une occasion, une médium, un instrument, un moyen pour accéder à quelque chose? Ce quelque chose-là, ce n'est dans le cas de conversation citée tout à l'heure, c'était pas idée ni une substance, mais une amitié spirituelle. Nous sommes tellement dans cette époque, en ce qui me concerne en tout cas, affamés d'une présence humaine
réelle, si c'est possible, et non pas une écriture, parce que les écrits, ils sont résistants, ils sont encore plus vivants que les vivants, et on les dispose plus facilement, on peut les accéder plus facilement. Mais la personne, on ne peut pas se disposer d'une personne quand on veut dans notre époque, c'est-à-dire la personne. On peut se disposer d'un immense plus facilement, une absence, une non-personne. Voilà, notre théologie négative ou esthétique négative, vous regardez quelqu'un à son visage, vous conversez aussi, passablement peut-être, pour résoudre vos petites affaires, et soi-disant qu'il y a une personne face à vous, vous le barrez, sous rature, une personne sous rature, qui ne vous l'intéresse pas du tout, et vous ne savez pas quoi faire en tout cas. Vous faites votre affaire au sens de boulot avec lui, et non pas autre chose. Coopération autour d'une petite œuvre ou artisanat résout un problème, c'est encore faisable. Avec les autres, sous rature, bon Dieu, il faut donner un nom à ce concept lacanien, S-barré, mais avant d'être lacanien, c'est quand même heideggerien, n'est-ce pas? Cette fois-ci, être barré, sous rature, etc. Et régir. Il faut donner un nom, ce nom est déjà suggéré par Lacan, et même par Heidegger. Cette croix, c'est une croix, voilà. C'est une croix, une croix est une croix. Un croix comme signe mathématique, un croix chrétien. Égal. Voilà, on l'a nommé, on a mis sous rature, on a réglé nos affaires avec la personne, et on retrouve son absence, sa béance, son case vide, etc. Son non-sens, son vide, etc. C'est ça plutôt notre problème, apparemment. Et toute seule, nous pouvons aller, chacun de nous, en tant que personne, peut aller dans des diverses directions pour s'initier à des mystères spirituels, s'enrichir avec les connaissances historiques, savoir ouvrir les portes de la perception, mais le partage, bien qu'il s'agit d'une époque de communication, n'est-ce pas? Mais le partage avec autrui extrêmement limité, en tout cas dans notre pays. Mais je m'en doute que, sauf quelques productions importantes, des œuvres d'art en Occident ou à travers l'Occident dans divers pays, les artistes de divers pays qui trouvent à la fois la motivation, à la fois moyen de s'exposer, de s'échanger des idées, etc. C'est encore l'Occident, apparemment, le centre d'une vivacité, échange artistique, mais ça aussi, c'est pas trop promettant. Il faut voir quelle est
zeitgeist ou le problème central, l'enjeu de ce monde. Est-ce qu'il y a une crise conséquente? Est-ce qu'il y a problème? Est-ce qu'on a affamé de l'infini? De quelle spiritualité? On ne partage pas la même spiritualité. Il s'agit d'une globe mondialisé. Le monde est mondialisé, disons, avec la communication, mais qu'est-ce qu'on peut partager avec tous ces étrangers? On peut partager à condition qu'ils soient uniformes, donc unis. C'est ça le problème. Pourquoi je me déplacerais, pourquoi je m'intéresserais aux autres artistes très connus qui est dans le marché, en circulation, s'ils sont aussi l'un à l'autre presque identiques dans le même paradigme. Voilà. La malédiction de notre époque, c'est depuis que ce livre très connu de l'homme unidimensionnel de Herbert Marcuse, donc école de Francfort, critique sous le nom de critique de l'aliénation. Ils se sont réveillés assez tôt pour s'adapter à une nouvelle situation. Nous sommes encore dans l'issue de cette situation de l'après-deux-guerres, qu'on a perdu beaucoup de valeurs. Mais ce n'est pas le temps de faire une retouche, sauf spéculatif, bien sûr. Mais l'artiste ne fait pas des essais, des exercices de style seulement. Il devrait s'engager dans une œuvre à partir d'une œuvre. Le philosophe peut rester toujours neutre et mettre un miroir à l'histoire de la philosophie, et tout en publiant, il peut rester muet. Mais l'artiste doit parler avec son œuvre de son propre chef, c'est-à-dire authentiquement, il devrait prendre la parole. Même quand il ne s'agit pas les œuvres discursives, c'est-à-dire les arts plastiques. Non plus n'a pas de droit de mentir. La vérité, on le doit dans tous les domaines de l'art. Je vous dois la vérité en peinture, disait-il Paul Cézanne. Mais grande question, quelle vérité? Est-ce qu'on m'exige une vérité de moi, mais quelle vérité de moi intéresserait les gens? Qu'est-ce que je devrais peindre? Qu'est-ce que je veux raconter? Voilà, c'est rester dans la responsabilité de la personne qui, à la recherche désespérée d'une autre personne. Une autre personne suffirait. Mais dans le meilleur des cas, l'œuvre doit, n'est-ce pas, on attend qu'une œuvre soit accessible à plusieurs et dans plusieurs époques. L'œuvre soit une pérennité. Donc, ce qu'on dit soit tout en restant dans le paradigme finitude dans la forme de l'époque, dépasse ses formes et dit quelque chose au-delà des époques. Parce que nous expérimentons, les amateurs de l'art et de la peinture, ça, tous les jours, chaque fois qu'une peinture ancienne, du XVIe siècle, XIVe siècle, nous dit quelque chose. Alors, à la fois nous sommes tellement étonnés de la manière dont cette œuvre nous parle,
mais à la fois nous sommes très très étonnés que nous le comprenons, ou nous croyons le comprendre, très étonnés, un choc, et l'artiste nous parle et nous le comprenons à travers les âges, et ça nous suffit pour être exalté. Voilà, la conversation avec la personne inespérée, et donc des rencontres dans la vie sociale aussi. On peut rencontrer une sorte d'œuvre qui nous dit quelque chose et nous le comprenons, et en plus c'est réciproque. Voilà, c'est pour ça que l'amitié au sens fort du terme, très rare et très recherchée. Il s'agissait de cela que je devrais rendre compte aujourd'hui, mais c'est pas suffisant, J'ai théorisé pleinement encore, mais je n'ai pas du tout reconstitué la conversation d'hier qui va me prendre du temps. À moi aussi, parce que je leur ai donné du temps de nous assimiler, disons. Voilà. Au revoir.